Oui, bonjour. Je suis statisticien dans l'unité de soutien méthodologique du CHU de Bordeaux et j'ai l'honneur de partager avec vous un retour d'expérience sur le calcul de taille d'étude pour le développement d'un modèle de recherche clinique. Donc, comme beaucoup de structures de soutien méthodologique, en printemps 2020, nous avons été fortement mobilisés pour accompagner des équipes cliniciennes dans le montage de projets en lien avec l'épidémie de Covid-19. Et l'une d'elles s'intéressait particulièrement aux admissions aux urgences de patients atteints d'une forme légère de la maladie et qui présentaient des symptômes respiratoires nécessitant la réalisation d'une TDM thoracique. Donc leur idée est de pouvoir identifier les patients qui allaient progresser vers une forme grave de la maladie, de manière à optimiser la prise en charge pour le patient, mais également pour l'organisation des services de soins dans un contexte épidémique. Donc l'objectif de Prédict Covid-19 était de développer et valider un modèle de prédiction combinant des facteurs cliniques, biologiques et d'imagerie pour prédire la dégradation d'une dégradation clinique dans les 30 jours chez des patients atteints d'une forme légère de Covid-19. Donc le schéma retenu était une étude de cohorte multicentrique à visée pronostique sur données collectées dans le cadre du soin. Et le critère de jugement était la présence d'une dégradation clinique significative dans les 30 jours, se traduisant par une forme modérée, sévère ou critique de la maladie. Alors l'objectif d'un modèle de prédiction clinique est de combiner des informations de manière à obtenir une probabilité individuelle d'un événement qui peut être déjà présent ou à venir. Pour être utile cliniquement, ce modèle doit présenter de bonnes propriétés, comme la calibration, qui vérifie que la probabilité individuelle d'événements prédite par le modèle est proche de la probabilité observée, et la discrimination, qui évalue la capacité du modèle à bien distinguer les patients avec et sans événements. Donc pour garantir ces bonnes propriétés, le modèle doit présenter des estimations précises et le surajustement aux données et l'optimisme dans les performances du modèle doivent être maîtrisés. Et ces différents enjeux peuvent être atteints avec une taille d'étude et une stratégie de modélisation adaptée. Alors depuis plus de 20 ans, pour réaliser le calcul de taille d'étude, l'approche empirique proposée par Peduzzi est fréquemment utilisée. Elle recommande l'inclusion de 10 événements par paramètre envisagé dans le modèle, et donc la taille d'étude va dépendre du nombre de paramètres envisagés et de l'incidence d'événements attendus. Néanmoins, cette approche est controversée, elle est jugée trop simpliste et non spécifique. Elle a été basée sur des simulations, quand d'autres auteurs, toujours à partir de simulations, préconisent un nombre d'événements par paramètre qui peut être plus élevé ou moins élevé. Donc début 2020, Riley et ses collègues ont proposé une nouvelle approche qui fait la synthèse de 3 articles publiés en 2019. Et cette nouvelle approche prend en compte 4 critères majeurs dans le développement d'un modèle de prédiction clinique. Donc l'objectif de notre travail a été d'appliquer l'approche de Riley pour calculer la taille d'étude de Prédict Covid-19. Donc tout d'abord, les auteurs indiquent que la taille d'étude doit permettre d'obtenir une estimation précise de l'incidence d'événements. Donc pour le premier critère, ils ont utilisé la formule de calcul pour la précision d'une proportion en recommandant une précision de plus ou moins 0,05. Pour le deuxième critère, ils se sont intéressés à la précision des estimations des prédictions individuelles. Alors par précision, il faut entendre validité puisqu'ils ont utilisé le MAP pour Mean Absolute Prediction Error qui correspond à l'erreur absolue moyenne entre la probabilité prédite par le modèle que l'on appliquerait à un nouveau patient et la vraie probabilité d'observer un événement chez ce même patient. Donc afin d'identifier les caractéristiques d'une étude qui peuvent avoir le plus d'influence sur la valeur de cette erreur absolue moyenne, ils ont réalisé une étude de simulation. Pour chaque jeu de données simulé, ils ont calculé la valeur du MAP dans un échantillon de validation externe, puis ont construit un métamodèle sur l'ensemble des jeux de données simulés, de manière à modéliser la valeur du MAP en fonction des caractéristiques d'une étude. Il montre que plus de 90% de la variabilité du MAP est expliquée par la taille d'étude, l'incidence d'événements et le nombre de paramètres dans le modèle. Donc à partir de ce métamodèle, ils en déduisent une formule de calcul de taille d'étude qui va dépendre de l'incidence d'événements attendue, du nombre de paramètres envisagés dans le modèle et de la valeur de cette erreur absolue moyenne que l'on souhaite maîtriser. Ils recommandent de prendre une valeur inférieure ou égale à 0,05. Ensuite, de façon générale en modélisation, plus la quantité d'informations diminue et plus le risque de surajustement aux données va augmenter. Donc pour le troisième critère, les auteurs ont utilisé le principe de shrinkage, qui correspond à la notion de correction qu'il est nécessaire d'apporter aux estimations du modèle
un des paramètres du modèle, sans quoi les prédictions seraient trop extrêmes, avec des probabilités individuelles d'événements trop élevées pour les patients présentant un événement et trop faibles pour les patients n'en présentant pas. Cette correction peut être portée a posteriori, ou bien lors de la modélisation avec des approches de type lasso ou ridge. Donc leur idée était d'obtenir une taille d'étude qui allait limiter la quantité de corrections qu'il sera nécessaire d'apporter aux estimations des paramètres du modèle, donc d'avoir un facteur de correction proche de 1, car des études ont montré qu'en cas de surajustement trop important aux données, même les approches statistiques les plus appropriées ne permettent pas de corriger correctement ce surajustement, et notamment dans le cas de taille d'études trop faibles. Donc pour cela, ils ont utilisé le facteur de correction proposé par Van Hoevlingen, qui dépend du nombre de paramètres dans le modèle et de la statistique de rapport de vraisemblance. Ils en déduisent une formule de calcul qui va dépendre du nombre de paramètres envisagés dans le modèle, de la valeur de ce coefficient de correction minimal que l'on souhaite obtenir, et du R2 de Coxnell, qui correspond à une notion de part de variance expliquée par le modèle si on fait le parallèle avec les modèles linéaires. Les auteurs recommandent de retenir un facteur de correction minimal de 0,9. Enfin, un enjeu important dans le développement d'un modèle est de limiter l'écart entre la performance apparente du modèle, celle qui est estimée sur l'échantillon de développement, et la vraie performance qui idéalement est estimée dans un échantillon de validation externe. Et c'est cet écart que l'on nomme optimisme. Donc les auteurs ont utilisé comme critère de performance le R2 de Nagelkerk, qui est simplement le rapport entre le R2 de Coxnell et la valeur maximale que peut prendre ce R2 de Coxnell, et qui dépend entièrement de l'incidence d'événements. Donc finalement, ce R2 de Nagelkerk peut être vu comme une espèce de proportion de variance expliquée par le modèle. Les auteurs montrent que contraindre cet écart entre performance apparente et vraie performance à être inférieur à une certaine valeur revient à cibler un facteur de correction S minimal qui va dépendre du R2 de Coxnell, de sa valeur maximale et de cet écart ou optimisme que l'on souhaite maîtriser. Le calcul d'étude va se faire avec la formule proposée pour le critère numéro 3, en utilisant cette fois-ci cette valeur du coefficient de correction minimal. Les auteurs recommandent de prendre un écart ou optimisme inférieur à 0,05. Alors pour les troisième et quatrième critères, il est nécessaire de fournir une valeur pour le R2 de Coxnell ou de Nagelkerk. Donc l'idéal est d'utiliser des données de la littérature sur des études similaires, mais ces valeurs sont très rarement rapportées dans les publications. Donc une alternative est de poser une hypothèse sur le niveau de performance attendu du modèle, et les auteurs recommandent de retenir une valeur modeste pour le R2 de Nagelkerk de l'ordre de 0,15. La taille d'étude finale va être celle qui va maximiser les tailles d'études obtenues pour chacun des 4 critères. Donc en plus des recommandations des auteurs que nous avons suivis, à partir de la littérature et de l'expertise des cliniciens, nous avons fait l'hypothèse d'une incidence d'événements de 20% et retenu 16 paramètres envisagés dans le modèle, incluant 9 facteurs cliniques, 2 facteurs biologiques et 1 facteur d'imagerie. Pour les troisième et quatrième critères, les auteurs recommandent de retenir un R de Nagelkerk de 0,15, mais cette recommandation est générale et il est assez évident que le niveau de performance que l'on peut attendre d'un modèle de prédiction diagnostique ou pronostic à court terme va être plus élevé que pour un modèle pronostic à 1, 2, 5 ou 10 ans. Donc nous avons décidé de faire varier ce R2 de Nagelkerk entre 0,10 et 0,50. Donc sur ce graphique sont représentés les effectifs obtenus pour chacun des 4 critères. Nous constatons que, et en fonction de la valeur du R2 de Nagelkerk, nous constatons que les effectifs peuvent être assez variables selon le critère considéré. La taille d'étude finale va être portée par le critère lié au surajustement aux données jusqu'à un R2 de Nagelkerk de 0,35, puis par le critère lié au MAP. Si nous retenons la recommandation des auteurs, il faudrait inclure 1437 patients, mais pour des questions de faisabilité de l'étude, mais aussi parce que nous sommes dans le contexte d'une prédiction d'un événement dans les 30 jours, il nous a paru raisonnable de retenir une valeur de 0,25, conduisant à l'inclusion de 829 patients dans l'étude. Alors cette année, ces mêmes auteurs ont proposé une méthode pour obtenir le R2 de Coxnell à partir de l'aire sur la courbe ROC, qui elle est fréquemment rapportée dans la littérature et pour laquelle il est plus facile de poser une hypothèse en termes de performance attendue du modèle. Donc, je ne vais pas détailler la méthode. Nous avons refait secondairement les calculs en l'utilisant et cette fois-ci sont représentés les effectifs en fonction de la valeur de l'AUC. Donc pour obtenir une taille à peu près similaire à celle que nous avions obtenue avec un R2 de Nagelkerk de 0,25, ça correspond à une AUC de 0,78.
Cette valeur est plutôt dans la fourchette basse des AUC qui ont été rapportés dans la littérature, dans une revue de la littérature de modèles pronostiques développés dans le contexte de Covid-19. Donc finalement, ça nous a rassurés sur l'hypothèse que nous avions émise initialement. Alors dans notre contexte, nous avions suivi l'approche empirique, il aurait fallu inclure 800 patients. Nous avons un peu exploré les différences entre les deux approches en faisant varier quelques paramètres. Donc quand on fait varier le R2 de Nagelkar, on s'aperçoit qu'on peut avoir de très grandes différences entre les deux approches. C'est logique puisqu'en fait l'approche empirique est complètement invariante par rapport au niveau de performance attendu du modèle. Quand on fait varier l'incidence d'événements, les tailles d'études varient pour les deux approches, mais avec de grosses différences, avec beaucoup moins de sujets à inclure avec la nouvelle approche quand l'incidence est faible, et beaucoup plus de patients à inclure quand l'incidence s'approche de 50%. Enfin, quand on fait varier le nombre de paramètres, l'écart reste faible et constant, mais si on se positionne sur d'autres niveaux d'incidence, on voit que cet écart a tendance à augmenter, soit positivement, soit négativement, à mesure que le nombre de paramètres augmente. Donc pour conclure, la nouvelle approche proposée par Riley permet de prendre en compte des enjeux majeurs dans le développement d'un modèle, comme la calibration et la discrimination. Cette approche elle est plus sophistiquée que l'approche empirique, elle va nécessiter davantage d'expertise statistique, mais elle est facilitée par des outils de calcul disponibles. Et la règle empirique, quant à elle, peut nécessiter d'inclure plus ou moins de patients que la nouvelle approche selon le contexte, conduisant soit à inclure inutilement des patients, soit à ne pas maîtriser de façon satisfaisante les différents enjeux dans le développement d'un modèle de prédiction. Donc il nous semble que l'approche de Riley devrait être privilégiée et son application a été possible même dans un contexte de soumission en urgence. Elle est disponible pour la prédiction de critères quantitatifs ou de survie et des extensions sont également proposées pour les tailles d'études d'échantillons de validation externe. Merci de votre attention.